on se propose de corriger l'épreuve du bac 2015, la session de principale ou bien normale. Donc il s'agit d'un système de traitement thermique. Donc tout d'abord, le traitement thermique des métals est un procédé industriel et d'un ensemble de procédés industriels, à savoir le trempe, le revenu ou bien le recuit, etc., qui permet de modifier ses propriétés physiques afin de lui donner de nouvelles caractéristiques mécaniques. L'objet de notre étude, c'est un système de traitement thermique, le cas de trempe de pièces en acier C45, afin de modifier leurs caractéristiques mécaniques, à savoir la dureté, la résistance à la rupture et d'autres caractéristiques. Donc, ce cycle de trempe passe par 3 phases essentielles. Donc, la première phase consiste à réchauffer la pièce progressivement jusqu'à atteindre une température de 850 degrés Celsius. Ensuite, la deuxième phase, c'est le maintien de la température à 850 degrés Celsius pendant une durée de 15 secondes. En dernière phase, c'est ce qu'on appelle la troisième phase, c'est le refroidissement rapide des pièces dans un bain d'huile. Donc, notre système comporte essentiellement, comme on va le voir par la suite dans la figure, un four électrique contenant, qui est constitué d'une enceinte thermique, des résistances chauffantes, un ventilateur permettant la répartition homogène de la chaleur au sein de l'enceinte, un capteur de thermocouple de type K pour l'acquisition de la température dans l'enceinte du four, une porte verticale, un socle mobile permettant de déplacer les pièces lors d'un chargement ou déchargement, ensuite un bain d'huile assurant le refroidissement assez rapide des pièces, un dispositif d'injection de gaz de type azote dans l'enceinte afin que le trempe soit réalisé sous une atmosphère neutre pour éviter la corrosion des pièces lors de leur traitement. Donc ça représente les différentes parties, les constituants du système. Ici on trouve le moteur qui permet de commander la porte verticale, ensuite un autre moteur qui permet de commander le ventilateur, un électrovanne pour assurer l'alimentation de l'enceinte par le gaz d'azote, on a un thermocouple, les résistances chauffantes pour chauffer, on a ici l'enceinte, et on a ensuite le socle de déplacement qui permet de déplacer des pièces à traiter. En plus d'un pupitre de commande. Donc, le fonctionnement du système est le suivant. Donc, on peut le résumer, à savoir la résistance. Le chauffage des pièces est assuré par un four électrique alimenté par un réseau triphasé constitué principalement par des groupes de résistance électrique. L'énergie dissipée par ces groupements de résistance est modulée par un gradateur triphasé à triac. Une électrovanne permet d'alimenter le four en azote afin d'éviter la corrosion des pièces à traiter. Un régulateur de température assure le maintien de la température dans l'enceinte à 850 degrés Celsius. Le traitement des informations est assuré par un microcontrôleur de type PIC 16F877. Un ensemble moteur M1, système de transmission de puissance, permet l'ouverture et la fermeture de la porte verticale du four. À l'état initial, les pièces en acier sont chargées sur le socle mobile et la porte du four est fermée. Une action sur le bouton Départ cycle DCY par l'opérateur permet de lancer le cycle de fonctionnement du système. La durée du chauffage progressif des pièces phase 1 est supposée faible devant la durée du maintien de la température à 850 degrés, ce qu'on a dû appeler la phase 2. Donc le cycle de fonctionnement est représenté par le graphe 7 point de vue système suivant. Donc on a l'étape initiale, on a comme
Réceptivité, c'est les conditions initiales et départ de cycle. Ensuite, la première action, c'est ouvrir porte du four. Ensuite, les portes sont ouvertes. Deuxième étape, c'est l'entrée du socle mobile. Socle entrée. Troisième étape, l'action associée à la troisième étape, c'est fermer le four. Ensuite, on doit s'assurer que la porte est fermée. On doit alimenter l'enceinte en azote, lancer la temporisation de 5 minutes. La fin de la temporisation, actionner les régulateurs de température, répartir la chaleur dans l'enceinte et lancer la temporisation de 15 minutes, donc la fin des 15 minutes. Ensuite, on va ouvrir le four, donc à savoir la porte du four ouverte. On doit ensuite faire sortir le socle, on doit s'assurer que le socle est sorti, et ensuite on va fermer la porte du four, on va s'assurer que la porte est fermée et on recommence le même cycle. Donc à savoir une note, le chargement, le déchargement des pièces sont effectués par un opérateur. Ces deux actions ne font pas partie de cette étude, et l'introduction des pièces dans le bain d'huile se fait aussi par un opérateur. À savoir, maintenant on va voir la tâche 10, c'est ce qui permet de l'acquisition, l'étude de l'acquisition de la température. Donc la figure rappelle le principe physique d'un thermocouple. La tension entre les extrémités, les deux extrémités d'un métal A dépend de la nature physique de ce métal et des températures de ses extrémités. À savoir, on a T1 et T2 et le métal A. Donc la tension U égale SA facteur T1 moins T2 avec SA, c'est le coefficient de Seebeck du métal A. Donc la figure nous montre le schéma simplifié du principe de mesure de la température, de la tension développé par le thermocouple, où Tx est la température inconnue à mesurer, Tc est la température du bornier de raccordement du thermocouple au système d'acquisition. On a T acquisition et la température de la zone où sont soudés les fils du cuivre dans la carte d'acquisition. SA, SB, SC sont respectivement les sensibilités coefficients de cette vague considérées constantes et non nulles de deux métaux A, B du thermocouple et des deux fils de cuivre de liaison avec la carte du système d'acquisition. UM est la tension développée par l'ensemble des jonctions du thermocouple et les fils des liaisons à base du cuivre. Donc la première question, c'est, ou bien la question 28, en partant de la formule développée dans la figure précédente, donc on doit montrer que UM égale SA moins SB, le tout facteur de TX moins TC, ce qu'on va noter par la relation 1. Ensuite, on met la relation 1 sous forme suivante, SAB et le coefficient. Donc, où SAB est le coefficient de Seebeck du thermocouple formé par les métaux A et B. UM égale SA moins SB, facteur TX moins TC qui est égal SAB, facteur de TX moins TC qui est égal SAB fois TX moins SAB fois TC. C'est ce qu'on va noter par la relation 2. On plonge les jonctions de raccordement dans de l'eau glacée pour avoir TC égale 0 degré Celsius. Ainsi, UM dépendra uniquement de TX. Sachant que SAB différent de 0, donnez alors l'expression de la tension UM. Donc pour démontrer la relation 1 de la question Q, donc tout simplement en appliquant la loi des mailles, on aura UM moins U4 moins U3 moins U2 moins U1 égale 0.
Donc UM égale U1 plus U2 plus U3 plus U4 avec U1 égale SC, facteur TC moins T, température d'acquisition. U2 égale SA, facteur de TX moins TC. U3 égale SB, facteur de TC moins TX. Et U4 égale SC, facteur T acquisition moins TC qui est égal moins U1. D'où UM égale SC, facteur TC moins T acquisition plus SA, facteur TX moins TC, moins SB, facteur TX moins TC, moins SC, facteur de TC moins T acquisition. À savoir, on sait très bien, on a pu démontrer que U4 égale moins U1. Donc, à savoir, U4, il va être simplifié avec U1. Et on aura tout simplement, finalement, UM égale SA, facteur de TX moins TC, moins SB, facteur TX moins TB, qui est égal SA moins SP, le tout facteur TX moins TC. Sachant que SAB est différent de 0, donne alors l'expression de la tension UM. Donc on sait très bien que UM égale SA moins SP, le tout facteur de TX moins TC. Donc à savoir, est égal SAB facteur de TX moins TC, qui est égal SAB fois TX moins SAB fois TC. On sait que TC égale 0 degré Celsius et SAB est différent de 0, donc d'où UM égale SAB fois TX. À savoir SAB fois TC égale à 0, donc ça va rester que SAB fois TX. Donc, on sait que la relation 2 montre que la tension UM dépend de la température inconnue Tx à mesurer et de la température Tc de l'environnement du bornier de raccordement du thermocouple au système d'acquisition. On appelle Tx la température de la jonction chaude et Tc la température de la jonction froide. L'utilisation unique de Tx n'est pas une solution pratique. La figure ci donne le schéma de principe d'une solution de compensation facile à réaliser qui consiste à mesurer la tension image de la température Tc du bornier par un autre capteur auxiliaire représenté par la tension UC-JC et réinjecté dans la maille de mesure du thermocouple. Sachant que la tension UTH égale SAB fois TX moins SAB fois TC, donne alors la nouvelle expression de UM. Quelle est la condition que doit vérifier la tension UC-JC pour la compensation de TC? Donc pour la question 30, donc en sachant que la tension UTH égale SAB fois Tx moins SAB fois Tc, donne alors la nouvelle expression de UM. À savoir, en appliquant la loi des mailles, on aura directement UM moins UTH moins UCG égale 0, d'où UM égale UTH plus UCJC, avec UTH égale SAB fois Tx moins SAB fois Tc. Si on remplace le taux, on aura UM égale SAB fois Tx moins SAB fois Tc plus UCJC. Quelle est la condition que doit vérifier la tension UCJC pour la compensation de Tc? Donc la condition que doit vérifier la tension UCJC pour la compensation de Tc est, on doit avoir UM égale SAB fois Tx avec UM égale SAB fois Tx moins SAB fois Tc plus UCJC est égal SAB fois Tx. Si on déplace SAB Tx de l'autre côté, donc on aura moins SAB fois Tc et plus UCJC égale 0, d'où UCJC égale SAB fois Tc, et comme ça c'est la condition que doit vérifier UCJC, il doit être égal SAB fois Tc.
Ensuite, la figure ci-dessous représente un exemple de schéma de montage implémentant la compensation de TC suivant le principe de la figure précédente, où le capteur auxiliaire est un capteur électrique de type LM35. Vu du point A, l'ensemble thermocouple LM35 peut être représenté par le schéma équivalent de la figure ci-dessous, où SLM est la sensibilité du LM35 associée au diviseur de tension R1, R2. Donnez l'expression UTC. Question 33. Quelle est la condition à réaliser pour avoir UTC égale SAB fois TX? Et on doit déterminer la valeur de SAB, la sensibilité en microvolts par degré Celsius d'après la caractéristique de la tension en fonction de la température du thermocouple qui est de type K. Donc en ce qui concerne la question 30. Donc l'expression, en appliquant la loi de Maille, on obtient tout simplement UTC égale UTH moins ULM est égal 0. UTC moins UTH moins ULM égale 0. Donc UTC égale UTH plus ULM. On sait que UTH égale SAB fois TX moins SAB fois TC plus ULM qui est SLM fois TC. Quelle est la condition à vérifier pour que UTC égale SAB fois TX? Donc, on a la formule de UTC, donc c'est qui est SAB fois TX moins SAB fois TC plus SLM fois TC. Il doit être égal SAB fois TX. Donc, si on change la position de SAB fois TX de l'autre côté, donc on aura moins SAB fois TC plus SLM fois TC égale 0. Donc, à savoir SAB fois TC égale SLM fois TC. On simplifie avec TC, donc le résultat final. Donc la condition, c'est qu'on doit avoir SAB égale SLM. C'est ça la condition pour que UTC soit égal à SAB fois TX. Donc on doit déterminer la valeur de SAB en fonction en millivolts par degré Celsius d'après la caractéristique de la tension U en fonction de T du thermocouple de type K qui est utilisé dans notre exemple. Donc on sait très bien que la sensibilité ou bien le coefficient de Seebeck de ce type de thermocouple c'est delta U sur delta T. Donc on doit tout d'abord prendre deux points sur la caractéristique. Donc on choisit le point X et on choisit le point Y. Donc on doit bien choisir les points pour avoir des résultats exacts. Donc le point X, et on veut calculer SAB, donc à savoir UY moins UX divisé par TY moins TX. Donc si on relève par exemple UY c'est 50, UX c'est 20, donc à savoir 50 moins 20 divisé par 1250 moins 500. Donc SAB égale 50 moins 20 sur 1250 moins 500. À savoir, si vous remarquez sur la caractéristique, le résultat, normalement, la température est exprimée en degrés Celsius, mais la tension est exprimée en millivolts. Donc le résultat qu'on va obtenir, il sera en millivolts, à savoir, on doit le convertir en microvolts. En millivolts, on aura 0,04 millivolts par degré Celsius. Si on le transforme, si on le convertit en microvolts, on multiplie par 10 à la puissance 3. Donc ça sera 40 microvolts divisé par degré Celsius. Donc le filtre formé par le circuit R3C de la figure C-dessus réduit l'effet des hautes fréquences et des interférences électromagnétiques qui altèrent le système d'acquisition. La fonction de transfert d'un filtre
d'un tel filtre, elle est de la forme A égale UF divisé par UTC qui est égal 1 sur 1 plus JF sur F0. La question 35, quel est le type de ce filtre? Soit est-ce qu'il est un passe-bas, passe-haut ou bien passe-bande? Donnez alors la valeur approchée du module de A pour les basses fréquences, c'est-à-dire lorsque F très inférieur par rapport à F0, la fréquence de coupure. Question 36, en déduire dans cette condition pour F très inférieur devant F0, l'expression rapprochée de UF en fonction de U de TC. Donc prenons le premier, d'après la fonction de transfert, il s'agit très bien d'un filtre passe-bas, c'est la forme canonique d'un filtre passe-bas, savoir filtre passe-bas passif, donc à savoir A égale 1 sur 1 plus JF sur F0. Ensuite, on sait que le module de A égale 1 sur racine carrée de 1 plus F sur F0 au carré, donc 1 sur la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc à savoir, pour les basses fréquences, on sait que F elle est très inférieure à F0. Soit, si en divisant F par F0, donc ça sera très inférieur à 1. Mais quand on va l'élever au carré, il va devenir davantage petit, ce qui est... Donc on va se retrouver devant un résultat très négligeable devant 1. Donc on peut négliger F sur F0 au carré devant 1. Donc on peut assimiler le module à comme si on néglige F sur F0 au carré devant 1, donc on aura 1 sur 1, ça fait donc le module égal à peu près à 1, donc à savoir à condition qu'il soit vers les basses fréquences, quand on est très loin de la fréquence de coupure, donc le rapport égal à 1. Donc on déduire dans cette condition, à savoir F très inférieur devant F0, fréquence de coupure, l'expression approchée de UF en fonction de UTC, à savoir si UF sur UTC égale à 1, donc automatiquement UF égale à peu près UTC, donc ils sont à égalité, à savoir vers les très basses fréquences. Donc quand on est très loin de la fréquence de coupure, elle est vraie cette relation. Donc l'amplificateur de la figure suivante permet d'adapter le signal représentant la température Tx au convertisseur analogique numérique associé au microcontrôleur. Donc on doit exprimer l'expression de l'amplification AV qui est égale UC sur UF en fonction de R4 et R5. On considère que UC égale SM fois Tx. SM c'est la sensibilité du montage et UF égale à UTC, ce qu'on a pu conclure tout à l'heure. On doit donner la nouvelle expression d'amplification AV en fonction de SM et SAB. On doit ensuite déterminer la valeur de AV pour avoir une sensibilité du montage. SM égale 5 mV par degré Celsius et on doit exprimer ou bien donner la valeur de UC pour une température Tx égale 850 degrés Celsius. En ce qui concerne le calcul de AV, c'est le rapport d'amplification ou bien le taux d'amplification de notre montage en fonction de R4 et des résistances R4 et R5. À savoir, on sait très bien que notre amplificateur fonctionne en régime linéaire, donc puisqu'on a une contre-réaction négative, tout V plus égale V moins. Donc en appliquant le pont diviseur tension, on aura V moins égale UC fois R4 de tout divisé par R4 plus R5. Et on sait très bien que V plus égale à UF. Donc directement UF égale UC fois R4, le tout divisé par R4 plus R5, à savoir d'où AV qui est égal UC sur UF qui est égal R4 plus R5 sur R4 qui est égal 1 plus R5 sur R4. On considère que UC égale S1 fois Tx et
UF égale UTC, donnez alors la nouvelle expression de l'amplification AV en fonction de SM et SAB. Donc on sait très bien, on sait très bien que UC égale SM fois TX et UF égale UTC avec UTC égale SAB fois TX. Si on remplace chaque valeur par son expression, d'où AV égale SM fois TX divisé par UF qui est égal à savoir UTC et UTC égale SAB fois TX. Donc on simplifie les deux TX avec TX. Le résultat final c'est AV égale SM divisé par SAB. On doit déterminer la valeur de AV pour avoir une sensibilité du montage SM égale 5 mV par degré Celsius. On a SM égale 5 mV par degré Celsius et SAB égale 40 microvolts. Donc AV égale SM divisé par SAB. Donc AV égale 5 fois 10 à la puissance moins 3. Le tout divisé par 40 fois 10 à la puissance moins 6. Donc le résultat final, on aura AV égale 125. Donnez alors la valeur de UC pour une température TX de 850 degrés Celsius. On sait que UC égale SM fois TX et avec SM égale 5 mV, on aura UC égale 5 fois 10 moins 3 fois 850 qui est égal 4,25 volts. Ce qui concerne le graphe 7, donc en tenant compte de graphe 7 point de vue système et des affectations des entrées et des sorties, compléter le graphe 7 de point de vue partie commande. Donc, à savoir, en utilisant le graphe 7 point de vue partie commande et les différents tableaux d'affectation, on aura donc ici pour la première réceptivité associée à la première étape, donc on aura PO, porte ouverte. Ensuite, pour l'action associée à l'étape 4, donc on aura alimenté le gaz d'azote. Ensuite, pour l'étape 5, donc on doit terminer la temporisation de 15 secondes. Donc démarrer la temporisation. Donc la réceptivité associée à l'étape 5, c'est les 15 minutes sont écoulées et ce qu'on appelle la réceptivité associée à l'étape 7, ça permet de nous informer sur que le socle est sorti et la dernière étape, ça c'est pour l'action associée à la dernière étape, l'étape 8, donc c'est pour actionner la fermeture de la porte de l'enceinte ou bien du four. Donc il suffit de nous aider avec le graphe 7 point de vue système et les tableaux les affectations des entrées et des sorties et c'est très simple. Donc ensuite on doit réaliser le traitement du démarrage étoile triangle par un microcontrôleur. Donc on va essayer de donner le mode de commande du démarrage étoile triangle. La commande de ce mode de démarrage est générée par un microcontrôleur PIC16F877 via les sorties RC0, RC1 et RC2 du port C suivant le schéma de commande. Donc la question Q42, donner les deux mots de commande W1 et W2 en hexadécimal à envoyer au port C correspondant respectivement au couplage étoile et au couplage triangle, sachant que les bits non utilisés du port C sont à 0. À savoir, ça, le schéma est devant nous. Donc RC0 il est associé au contacteur de ligne.
RC0, il commande le contacteur de couplage étoile, et RC2, RC1 couplage étoile, et RC2 c'est contacteur de, ou bien la bobine du contacteur de couplage triangle. Donc à savoir, on a RC0, ça permet de commander contacteur de ligne, RC1, ça permet de commander le contacteur étoile, et RC2, c'est le contacteur, ça permet de commander le contacteur triangle. Donc pour un couplage étoile, pour le démarrage en couplage étoile, donc on sait qu'on utilise dans le port, que le port C dispose de 8 bits, donc c'est un port 8 bits. À savoir, on n'utilise que les 3 derniers bits, donc les autres bits non utilisés sont déjà remis à 0. À savoir, pour le démarrage étoile, en ce qui concerne le bit RC0, c'est pour contacteur de ligne, il sera actif. Donc, en ce qui concerne le couplage étoile, donc il sera actif, et le couplage triangle, le bit associé sera à 0 pour désexciter, pour ne pas exciter la bobine associée. Donc le mot binaire, si on prend les 4 premiers bits sont à 0, donc en hexadécimal c'est 0, et les 4 derniers, donc 0, 0, 1, 1, c'est 3. Donc en hexadécimal, le mot en hexadécimal, donc le mot associé à W1 c'est 0, 3 en hexadécimal. De la même façon, pour le couplage triangle, donc toujours les bits non utilisés à 0, RC0 sera à 1, donc c'est le contacteur, ça permet de commander le contacteur de ligne, toujours actif. RC0, ça permet de commander le couplage triangle, étoile, donc on n'aura pas besoin, on l'a déjà fait, donc maintenant on va passer au couplage triangle, donc on va donner 1 à RC2 pour commander le couplage triangle. Donc le mot binaire W2 et les 4 premiers zéros, donc c'est 0, 0, 0, donc ça nous donne 0, et 0, 1, 0, 1, c'est 5, donc ça sera 0, 5 en hexadécimal. Ensuite, on va parler de la temporisation, on va essayer de compter la temporisation de passage du couplage étoile au couplage triangle. Donc en prenant comme exemple une temporisation de 10 secondes en relation avec le démarrage étoile triangle du moteur MV. Ainsi, la temporisation est basée sur l'interruption TMR0, donc associée au timer 0. L'interruption TMR0 survient tous les 65 536 microsecondes. Dans le code d'interruption de TMR0, on décrémente un compteur temporisation compteur chargé préalablement avec une valeur tempoval correspondant à la temporisation 10 secondes. Quand le compteur arrive à 0, on met à 1 le contenu d'une case mémoire temporisation état qui atteste de l'état de fin de temporisation. De même, on réinitialise le compteur à sa valeur initiale. Donc, on est amené à donner la valeur entière temporisation du compteur. Ensuite, on doit compléter le programme correspondant à cette temporisation. Donc, pour calculer la valeur entière de temps fin. Donc, on souhaite une temporisation de 10 secondes et on sait que l'interruption du timer 0 survient tous les 65 536 microsecondes. Donc, on doit calculer combien de fois on doit faire le tour de cette interruption. Donc, on doit charger préalablement le compteur avec la valeur, ce qu'on appelle compte, avec une valeur, donc le temporisateur du compteur avec une valeur, ce qu'on appelle tempoval, correspondant à la temporisation. Donc, combien de fois on va réaliser d'interruption pour assurer les 10 secondes, pour compter les 10 secondes. Donc, à savoir, donc n, la valeur entière du
temporisation, la valeur de temporisation, c'est la partie entière de 10 divisé par 65 536 fois 10 moins 6, donc c'est les 10 secondes. Combien de fois on va passer? On doit passer, combien d'interruptions on doit faire, donc combien de tours on doit réaliser. Donc application numérique, ça nous donne la partie entière, on ne retient que la partie entière, donc la partie entière c'est 152, donc 150 fois doit parvenir l'interruption. Ensuite, on doit compléter à partir de ça, à partir du jeu d'instructions, le programme correspondant. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on décrémente? C'est qu'on décrémente le compteur qu'on a déjà cité tout à l'heure, donc compteur de temporisation, ce qu'on a appelé tempo compteur. Si on n'est pas arrivé à 0, donc on ne refait, on fait rien, donc on restaure le registre statut. Donc, à savoir go to register restore. Ensuite, si on est arrivé à fin de comptage, donc on doit mettre à 1 le bit du registre état, donc tempo état, virgule 0, on doit le mettre à 1, et ensuite on doit réinitialiser la valeur, donc on va charger par la valeur qu'on a trouvée, tempo val, et ainsi de suite. À la fin du programme d'interruption, toujours, pour retourner de l'interruption, on fait appel à l'instruction rectify. Et comme ça, on a terminé notre correction, et merci pour votre attention.